Bonjour à tous. Du coup, je suis Angélique Randolet. Moi, je travaille pour Digital 113 et je suis en charge du programme Digital is Future, qui est le programme d'événements dédié à la transformation numérique des filières. Et on fonctionne par saison. Donc, en ce moment, on est sur une saison d'accompagnement à la transformation numérique pour la filière éducation-formation. Et cette factory, elle s'inscrit à la fois dans les actions de Digital 113 avec la factory RH, talent et diversité, et à la fois dans le programme Digital is Future, éducation formation, dont du coup Keiro est un fier ambassadeur parce qu'il est sponsor de cette saison éducation formation. Donc voilà, vous aurez pour thématique de ce webinaire donc la création d'une académie interne de formation avec Ludovic Leclerc de Keiro. Voilà, juste pour le petit mot d'intro, c'était les actus à venir au sein de Digital 113. On a un événement dédié à la transformation digitale, le Transfo Digital Day, qui est co-organisé par ADOC et par Digital 113, qui se tiendra le 21 novembre à la Cité à Toulouse. Donc, il y a toute une programmation d'événements. Donc, la thématique de cette année, c'est transformation digitale et IA, comment intégrer l'automatisation en toute confiance dans votre entreprise. Donc, il y a des ateliers, des conférences, toute la journée. Et il y a aussi des rencontres d'affaires qui sont prévues l'après-midi. Sur la journée du 22, c'est uniquement en digital avec des ateliers, webinaires sur toute la journée. Donc, vous avez toute la programmation sur le site du Transfo Digital Day. Ensuite, il y aura une prochaine Factory RH qui se tiendra le 22 novembre sur comment explorer l'IA pour le recrutement. Et enfin, dans le programme Digital is Future, on a un événement dédié à tout ce qui est innovation et recherche dans la filière éducation-formation qui se tiendra le 26 novembre à l'INSA Toulouse, où il y aura sur une matinée un ensemble de démos avec de la réalité virtuelle, réalité augmentée notamment, et aussi des pitchs de labos de recherche sur les projets qui sont en train de mener sur cette filière. Voilà pour moi. Écoute, Ludovic, je te laisse prendre la main pour la suite du webinaire. Ça marche. Tac, 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 je vais partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, ce que je vous propose, peut-être avant de me présenter, etc., c'est peut-être de faire un tour de table, comme ça je partagerai après mon support et puis on pourra interagir. Voilà, je propose que chacun, on n'est pas très nombreux, on prenne 30 secondes pour représenter un peu qui on est et puis voilà, quelles sont un peu vos attentes de ce webinaire, voir voilà, l'appétence ou l'expérience liée au sujet de l'académie interne. Alors, la parole est à la première arrivée, hein, qui est Vanessa. Je vais vous laisser la parole, voilà, puis on passe la main à l'un ou à l'autre. J'ai vu un message de Barbara qui indiquait elle avait un problème de micro, donc elle ne pourra pas prendre la parole. Mais voilà. Vanessa, en deux Ok. mots. Bonjour tout le monde, merci Ludovic. Donc moi je suis Vanessa Guyard et je gère les centres de formation Evosim sur les deux régions Aquitaine et Occitanie. Et je viens effectivement par curiosité et pour en apprendre un petit peu plus. Voilà, tout simplement, en 30 secondes. Et tu passes la main à... Benoît. Bonjour à tous. Merci pour le passage de témoin. Donc Benoît Cavaillès de la société Gamebauer. Nous sommes intégrateurs de RP et de CRM à Toulouse. Et le but de la présence, c'est de voir comment fonctionne une académie interne de formation. Et je passe la main à OP Coach. Voilà, ma fille. Oui, bonjour, donc Olivier Prouveau, je m'occupe du centre de formation d'OP Coach. Donc on n'est que deux dans la société, on fait des formations techniques et des formations en langue. Et après, je viens plus pour de la veille techno, parce que c'est vrai que les académies, des fois, j'y ai accès par des sociétés qui ont leurs propres académies. Donc ça m'intéresse de voir un petit peu comment c'est fait et pour avoir des nouvelles idées. Voilà, donc je passe la main à Mbac.
Bonjour, Martine Baquéris. Donc moi aujourd'hui, je suis en transition professionnelle. Je viens pour faire de la veille parce qu'après un parcours dans le travail temporaire de plusieurs années comme directrice commerciale et dirigeante, aujourd'hui je construis mon futur parcours, peut-être en accompagnant un de mes anciens clients dans la création de son propre centre de formation, donc de sa propre académie. Donc voilà, beaucoup de curiosité, surtout vu que c'est en lien avec les nouvelles technologies. Merci. Et on va passer la main à Élise ou à Elodie, si vous pouvez prendre la parole. Bonjour, donc moi je suis Lisa Mouillan, je suis directrice des ressources humaines de la société Val Software, éditeur de logiciels à Toulouse, 85 salariés. Je suis aussi copilote de la Factory RH et à titre personnel, ce sujet m'intéresse parce qu'on a une université d'entreprise, mais j'ai un petit peu envie de croiser les expériences de chacun et connaître les bonnes pratiques. Voilà. Et Elodie, merci. Et Elodie. Bonjour, donc moi c'est Elodie Cros, je suis chargée RH dans la société Arcade, éditeur de logiciels, et je suis ici pour faire un petit peu de veille et voir ce qu'on pourrait appliquer en interne dans la société. Voilà. Très bien. Et pour terminer, Barbara qui ne peut pas prendre la parole, mais je vais me permettre, voilà, de relayer. On voit son petit message dans le texte. Directrice commerciale chez Actinum, organisme de formation, copilote de la Factory et très intéressée par le sujet des académies. Très bien. Ben moi, je vais me présenter. Je vais partager également mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez bien. Est-ce qu'on est bon? Très bien. Donc, en effet, Pierrot est partenaire de la Digital Future Éducation Formation, mais avant tout, on est présent au sein de Digital 113, notamment à travers la Factory éditeur de logiciels, et on aime bien partager entre pairs. Donc, aujourd'hui, je prends ma casquette, entre guillemets, formation, et pas forcément que d'éditeur, pour partager entre nous le sujet de la création d'une académie interne et pas forcément. On va avoir le sujet, mais c'est pas forcément, c'est pas que un axe, c'est de l'idée jusque la mise en œuvre. Voilà. Et il y a certains sujets, on va pas forcément parler. J'ai entendu des mots comme tech, etc. Oui, il y aura quelques éléments de technologie, mais on va aussi être surtout dans la démarche et la réflexion autour de la création d'une académie. Kero, en quelques mots, Kero, bah, c'est l'émanescence d'un organisme de formation créé maintenant il y a une quinzaine d'années. On forme à peu près 10 000, bientôt 10 000 personnes par an. Et en fait, on a toujours mis le numérique au cœur de notre développement pour franchir des étapes et des paliers de croissance. Et pour acquérir ces paliers de croissance, on s'est appuyé sur le numérique pour des gains de productivité. Aujourd'hui, au sein de notre organisme de formation, 10 000 stagiaires sont gérés par 4 personnes. Alors oui, on est en très haute saison en ce moment. On est loin des 35 heures. Je pense qu'on est fait assez rapidement dans la semaine. Mais en tout cas, ça a la capacité d'être géré par 4 personnes, entre guillemets, sur le plan annuel. Ensuite, le numérique au service de la qualité. En fait, on n'a jamais attendu Calliope, on est ISO 9001 préalablement. Et puis, le numérique au service de la pédagogie, ce qu'on va un peu aborder aujourd'hui. Parce que voilà, si vous soumettez des propositions à un client, à un partenaire, à un financeur type OPCO avec lequel vous êtes en partenariat, ben, il faut un peu repenser, se réinventer à chaque candidature. Et en fait, finalement, le numérique, à un moment donné, ça nous est apparu au sein de notre organisme de formation avec une vraie valeur ajoutée. On s'est dit, bah, tiens, on va créer Kero. Donc, on a créé Kero en 2018. Et pendant 2 ans, on a travaillé sur des projets d'évaluation des compétences avec des OPCO, des branches professionnelles. Donc, on a un vrai savoir-faire sur ça d'un point de vue techno et compétences, métiers, en fonction des sujets, ou sinon un réseau d'experts qui intervient sur nous. Et dans l'approche création d'une académie interne, pareil, on s'appuie sur notre savoir-faire numérique et des compétences internes ou externes avec le sujet de l'académie interne. Aujourd'hui, Kero, c'est majoritairement une solution destinée aux organismes de formation et aux formateurs indépendants. De plus en plus, on a des académies au sens
euh, sous-activités de formation, on va dire. Je prends un exemple, éditeur de logiciels. En général, l'activité de formation, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires. Donc, c'est une petite activité côté entreprise. Et puis d'autres entreprises qui, elles, de plus en plus, cherchent à avoir un vrai levier dans la mise en œuvre des plans de formation. Et c'est là où finalement certains outils comme le nôtre sont utiles. Et c'est la brique manquante finalement des outils de SIRH aujourd'hui. Le SIRH est très bien pour gérer les talents, les entretiens, remonter les informations, construire le plan de formation. Mais ensuite, c'est la mise en œuvre où parfois il peut y avoir une faille à ce niveau-là. Voilà, en quelques mots. Et donc, moi, j'ai confondé Kero et je suis dans le domaine de la formation depuis une vingtaine d'années entre formation et logiciel. Donc, finalement, aujourd'hui, à travers le soft de gestion de la formation, je suis un peu dans mon univers. On va aborder, voilà, je ne vais pas parler pendant 45 minutes, jusque midi et demi. J'espère qu'il y aura de l'interaction. Je vais découper un peu cette présentation en trois parties. Dans un premier temps, on va revoir un peu la vision et les objectifs de l'académie. Et c'est là on va pouvoir ensemble aussi avoir vos retours sur finalement qu'est-ce que vous entendez par académie, parce que tout à l'heure, dans le titre, on évoque académie interne. Mais finalement, est-ce que ça a une vocation à former des collaborateurs, à former des clients? Ça aussi, ça sera un prisme qui sera intéressant à regarder de votre part. On regardera une petite partie sur la partie organisation et structure, un peu le mode organisationnel à mettre en place. Et ensuite, les principales étapes du projet en les détaillant, tout simplement. Ça vous va? Bon, allez, on est parti. Donc, juste avant de démarrer, on a fait l'atelier. Donc, je voulais qu'il soit un peu participatif. On a fait le tour de table. Euh, J'avais prévu un petit book lab parce que je ne savais pas si le sondage allait pouvoir être partagé. Angélique, est-ce que tu peux... je vais peut-être le partager, je vais faire moi-même. Hop, hop. Je peux, hein, je peux. Vas-y, allez, je te laisse. Allez. Voilà. Je vous pose juste deux questions parce que je ne savais pas qui allait être présent, etc. En tant qu'organisme voilà, votre entreprise est-elle déjà organisme de formation, oui ou non? Et puis une deuxième question, quel est le besoin à l'origine de votre réflexion sur la création d'académie? Donc là, on est sur du multi-choix. Voilà. Les objectifs peuvent être différents selon tel ou tel participant. Et puis, comme ça, je vous partagerai un peu vos retours respectifs. Donc, sur la première question, pour l'instant, on est à 71%. Oui, vous êtes organisme de formation. Donc, c'est déjà un bon signe, mais il y a un tiers qui ne l'est pas encore. Donc, j'imagine que ça fait partie des projets à terme. Et concernant la création, l'origine de la création, la réflexion de création d'une académie, qu'est-ce qui ressort en premier? C'est le choix de l'entreprise formé selon les besoins de l'entreprise. Donc, vraiment une démarche volontariste de chacune des entreprises à concevoir et déployer son propre programme de formation. Et en deuxième, après, voilà, on est plutôt bien réparti entre la volonté de former ses collaborateurs et optimiser le financement de la formation. Voilà, je pense que tout le monde a répondu. Et autres. Alors, je ne sais pas qui a indiqué autre, mais si vous souhaitez nous partager voilà, un exemple d'autres objectifs liés à la création d'une académie. Si vous aviez quelque chose en tête, si vous souhaitez le partager, n'hésitez pas. Est-ce que vous l'avez mis dans le chat? Peut-être, je vais regarder le chat. OK, la partie veille, c'est noté. Allez, j'arrête le partage du sondage. Hop, voilà. Désolé, Zoom, ce n'est pas mon outil quotidien.
Allez, on part sur la vision et les objectifs de l'académie. Euh, il y a pas mal de points à aborder. Donc, je restais juste sur un slide. L'académie interne, dans un premier temps, il y a plusieurs genèses. On a vu des différenciations par rapport à vos réponses. C'était pour moi, avant tout, aligner les compétences clés avec la stratégie de développement de l'entreprise. Ça, c'est vraiment un point qui ressortira. Par la suite, je prendrai des exemples de CFA, d'OFA, d'entreprises et pourquoi ils sont allés vers ça. Et notamment, c'est pour anticiper les évolutions des métiers. On a tous en tête l'étude emploi en 2030. Ben oui, mais en fait, chaque entreprise a ses propres problématiques et d'autres, c'est pas 2030, c'est aujourd'hui, où il y a une vraie transformation. Donc, j'anticipe un peu les évolutions des métiers et puis j'anticipe aussi la montée en compétences, ou je l'accélère. Ça, c'est important. Et puis ensuite, il y a les tendances du marché et puis la nécessité de développement constant des compétences. Et là, finalement, on revient un peu à la tendance du moment qui est soft skills versus hard skills. Voilà. Parfois, on a priorisé, tout à l'heure, on évoquait dans le programme l'IA au service du recrutement. Ben, aujourd'hui, dans ce type de situation, on va plutôt favoriser les softs, sauf que à côté, bah, les hard, d'un point de vue formation, soit il y a une offre du marché qui n'est pas forcément satisfaisante, donc il faut toujours jouer avec cette dualité-là de votre côté. Et si on devait ressortir des objectifs principaux vis-à-vis de la création d'une académie, bon, un, développer les compétences internes. Donc ça, on a vraiment une vocation à former les collaborateurs. Deux, je vais plutôt renforcer la culture de mon entreprise. Voilà, en formation, on est dans la répétition, hein. On répète des messages, on décline une stratégie, elle est assimilée à une formation, elle est répétée durant la formation. On fidélise bien sûr ses talents. Donc aujourd'hui, ça revient entre guillemets, je pense, moins cher à fidéliser qu'à recruter, hein. C'est comme un client d'un point de vue commercial. Je crois que j'avais en tête, lorsqu'on recrutait un commercial, au départ, il nous coûtait déjà 30K, 30 000 euros. Parce qu'on sait que pendant X mois, il ne va pas faire un chiffre d'affaires suffisant. Et en fait, ça, ces règles-là, on peut les mettre aussi sur pas mal de fonctions de l'entreprise. Donc, il vaut mieux fidéliser. Et puis, on connaît tous la pénurie un peu de. C'est pas une pénurie de recrutement. C'est vrai que ça c'est un peu moins tendu maintenant. Mais il y a toujours des entreprises ou des secteurs où il est compliqué de recruter. Troisième objectif potentiel, bah, c'est s'adapter aux défis de l'entreprise. Voilà. En ce moment, on parle beaucoup de transformation numérique, de transformation environnementale, écologique, RSE. Bien, il faut que je forme mes collaborateurs à faire face à ces défis. Et puis être aussi de mon côté en conformité vis-à-vis, parce que ça fait partie de mes valeurs, de mes principes, de ma vision d'entreprise, que chacun de mes collaborateurs soit formé sur ces sujets de transformation. Et puis souvent, comme nous, majoritairement au sein de Digital 113, bah, c'est des éditeurs, des ESN, des acteurs du numérique. Il faut un minima que nos collaborateurs soient formés et aguerris sur les sujets pour aller accompagner nos clients. Et puis parfois, on a des pyramides des âges aussi, hein. Donc, on peut être expert sur un sujet, un développement informatique, une technologie donnée. À un moment donné, il faut se mettre aussi à jour pour pouvoir faire autre chose et être toujours une valeur pour l'entreprise. Et puis aussi après à titre personnel. Dans les défis aussi des entreprises, on verra après dans les exemples que j'ai pris, des exemples nationaux ou régionaux en Occitanie, c'est comment je passe à l'échelle internationale. Et d'ailleurs, je me développe à l'international, l'académie est vraiment utile parce qu'elle rejoint un peu le sujet de la culture d'entreprise et comment j'uniformise un peu les pratiques tout en tenant compte du contexte local. Donc ça, souvent, quand on regarde l'origine des créations des académies, il y a ce point-là. Voilà, qu'on ait une croissance organique ou externe,
c'est important. L'académie a un vrai rôle de conduite du changement et de transformation pour passer d'un groupe national à l'échelle internationale. Ensuite, il y a la partie financière. C'est aussi un des objectifs retenus par les entreprises pour centraliser, rationaliser les coûts, donc mutualiser, notamment, alors ce n'est pas forcément fait pour la TPE-PME, mais dès lors qu'on va sur une belle PME, une ETI ou un groupe, voilà. Il y a une logique un peu financière, le but de l'académie. Et le deuxième, bien sûr, outre de mutualiser des coûts, c'est aussi de recevoir éventuellement des aides, des subventions ou des financements publics liés à la formation professionnelle. Ça, ce n'est pas négligeable. Voilà, autant capitaliser sur les dispositifs en interne et refacturer et finalement avoir une relation client-fournisseur avec les autres entités du groupe si on est un groupe. Là, j'ai vraiment une logique académie interne. Pareil, cette dimension financement, etc., c'est un atout vis-à-vis de la formation des clients. Donc, dès lors que, je prenais tout à l'heure l'exemple des éditeurs de logiciels, les ESN, on est plus sur la formation interne. Mais si je prends les éditeurs de logiciels, ils vont former leurs clients, ils ont un numéro de déclaration d'activité. Et s'ils peuvent bénéficier à leurs clients d'un financement OPCO, pourquoi s'en priver? Autre objectif lié à la création d'une académie, c'est la partie innovation et développement de la compétitivité. Voilà, je pense que se former, c'est se remettre constamment en cause, entre guillemets, parce que je viens apprendre de nouvelles choses, j'ouvre mes horizons. Et donc, en faisant ça, ça me permet peut-être de tester des choses chez moi. Donc, en ce moment, les sujets où tout le monde essaye un peu de se former, c'est l'IA. Si on est sensible à la pédagogie, il y a voilà, il y a la partie un peu comment je peux utiliser la réalité augmentée si je suis dans la réalité virtuelle, si je suis dans des formations type métier avec le geste ou des choses comme ça. Mais la formation permet de développer l'innovation d'une certaine manière. Voilà. Et puis, si on est toujours un peu innovant avec des dispositifs, déjà, les gens sont plus engagés en termes de formation. La formation répond vraiment aux attentes du jour et de demain de l'entreprise. Et finalement, on arrive à travailler, entre guillemets, une certaine forme de compétitivité au sein de l'entreprise parce qu'on a toujours les compétences clés au bon moment ou déjà anticipées. Et si je dois prendre un dernier objectif, finalement, c'est pourquoi je mets une académie aussi derrière, c'est pour mieux suivre, mieux piloter et mieux mesurer l'impact de mes formations. Donc ça se traduit par l'efficacité des formations. Alors, on va reprendre des indicateurs comme on a dans les organismes de formation, de satisfaction, de mise en œuvre, d'évolution de carrière, voilà, tous ces indicateurs-là qui montrent que, en effet, les personnes ont progressé dans leur carrière grâce à la formation et que ça a eu un vrai impact sur la performance de l'entreprise à côté. Donc ça, on regardera comment éventuellement on peut ressortir des éléments objectifs associés. Et puis, on mesure ça aussi par rapport à la partie business. Est-ce que derrière, finalement, ça a eu un impact sur le développement et la croissance de mon entreprise d'un point de vue business? Et est-ce que j'ai eu un vrai ROI en investissement sur telle ou telle compétence? Voilà pour moi les 2, 3, 4, 6 objectifs qu'on a un peu évoqués ensemble. Pourquoi et c'est quoi la vision qu'on doit déterminer? Et finalement, si on doit résumer, une académie d'entreprise, je vais reprendre un peu une phrase type, c'est une académie d'entreprise, c'est un levier stratégique visant à développer, adapter et optimiser les talents pour garantir la pérennité et la compétitivité de l'entreprise. Donc finalement, en fait, on est dans du développement personnel au service du collectif. Et on serait finalement quasiment sur du développement durable parce qu'on retrouve du développement personnel
au service d'un collectif, mais ce n'est pas parce qu'on est épanoui on n'a pas des exigences en termes de performance. Voilà. Souvent, quand on parle de RSE, on est un peu sur qu'un versant. Il y a aussi l'autre versant qui est celui de la performance. On arrive un peu à combiner les deux. Voilà. Je ne vous les ai pas formalisés point par point, mais je pourrais vous repartager un petit résumé des points que je viens de vous évoquer au niveau des objectifs. Ce que je souhaite vous partager maintenant, c'est des exemples finalement. Tac, voilà. Des exemples non numériques. Le non numérique, ça fait, alors j'ai mis Accor, Orange, AXA, Stellantis, Via La Poste, puis après il y en a pas mal d'autres. Je verrai aussi après tous ceux que j'ai un peu identifiés en région Occitanie, mais voilà, je vais faire des petits zooms par rapport aux uns ou aux autres. Chez Orange, quand on regarde un peu ce qu'ils ont fait, et il y a quelques temps, hein, tout ça, c'est vraiment lié avec notre expérience d'organisme de formation. On est aussi sollicité sur des académies. Quand on échangeait, par exemple, avec Orange Campus, pour information, ils ont 3500 apprentis alternants en permanence chez eux. Et donc, il y a une vraie volonté à ce niveau-là. Alors, pourquoi ils avaient mis dans... Et ça, c'est qu'une partie du campus, hein. Après, il y a d'autres sujets. Là, c'est le prisme apprenti alternant. Finalement, c'était pour anticiper des exigences en termes d'évolution technologique ou autre. Et finalement, il y avait notamment le grand enjeu lié à la fibre. Donc, ils ont créé il y a quelques années cette partie-là pour avoir, le jour de l'accélération de l'accessibilité à la fibre, bien toutes les ressources nécessaires, même s'ils ont sous-traité énormément. Voilà, ça, c'était un des piliers liés à la création du campus. Après, on va retrouver d'autres éléments. C'est une entreprise qui s'est pas mal transformée, hein. Donc, l'académie a toujours été là aussi pour véhiculer cette conduite du changement. L'exemple de Accor est intéressant parce que Accor a un positionnement qui a évolué. Et quand on regarde Accor, c'est beaucoup de marques. On va je ne vais pas dire du bas de gamme, mais de l'hôtellerie premier niveau à une hôtellerie un peu de luxe et finalement des exigences au niveau national, mais aussi international, qui peuvent varier. Donc là, ça permet finalement d'uniformiser des bonnes pratiques, quel que soit le niveau, mais après d'aller sur des niveaux supérieurs au niveau de l'académie dès lors qu'on monte en gamme notamment, parce que l'exigence est d'autant plus élevée, et aussi pour faire face à des problèmes de recrutement, hein. On l'a bien vu suite au confinement, certains secteurs, la restauration, mais aussi l'hôtellerie, était un peu compliqué de recruter. Et c'est pour ça qu'on a vu Adecco, on a vu Coréa et Accor développer leur propre CFA associé. Et il y a même eu un CFA des chefs, ils appellent ça le CFA des chefs, entre Accor, Adecco, Disney, Clariane et Sodexo. Ils ont créé leur propre CFA des chefs. Voilà. Ils mutualisent ce type de démarche. Ça, c'était l'exemple de Accor, donc national, international, on trouve toujours. Mais le but, c'était vraiment de compenser un manque du marché ou la capacité à produire des compétences pour répondre à leurs enjeux d'entreprise. AXA Université, c'était plutôt sur finalement, outre les critères les points qu'on a évoqués précédemment, c'était notamment cette notion de bonne pratique et d'innovation. Et en fait, l'académie aussi l'utilise comme laboratoire d'innovation en abordant des sujets, en formant et ensuite en challengeant les collaborateurs ayant suivi ces parcours un peu innovants, de générer des projets qui par la suite pourront peut-être être généralisés au sein de l'entreprise. Voilà, ça c'est pour la partie, cette partie-là. Via Poste, ils ont mis en place le groupe La Poste à ce qu'ils appellent l'académie, l'université du management. Donc l'université du management, comme son nom l'indique, c'est majoritairement dédié aux managers. Et c'est vrai qu'on regarde toutes les académies des grands comptes,
et c'est un peu symbolique du monde de la formation professionnelle, c'est vrai que les managers sont toujours un peu plus gâtés que les autres profils de population. Et on retrouve souvent des académies dédiées aux managers, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, ils doivent acquérir de nouvelles compétences, peut-être parce qu'ils étaient experts initialement. Donc, il y a les primo-managers, il y a les managers intermédiaires, puis après ceux qui commencent à arriver dans les sphères de direction, voire une strate supérieure. Donc, c'est normal de leur faire acquérir ce type de compétences. D'un point de vue numérique hors Occitanie, qu'est-ce que j'ai pris comme exemple? Je vous ai pris OnePoint, je ne sais pas si ça vous parle, cabinet de conseil. C'est un équivalent de Capgemini. Bah, je pense que oui, même OnePoint était pensé racheter. Alors, à chaque fois, je me trompe. Oui, c'est Capgemini qui était un peu en difficulté. Euh, Si je ne me trompe pas. Chaque fois, je me trompe au niveau du nom de l'ESN qui est en difficulté. Mais OnePoint, par exemple, ils ont créé sur Bordeaux une académie avec une volonté de former plus de 2000 personnes. Et en fait, en tant que ESN, bah, les ESN aujourd'hui, déjà, le marché, c'est un peu restructuré, c'est-à-dire qu'il y a eu des fusions, vous en avez connu certaines, Sopra, Steria, ils ont fusionné, etc. Mais du fait des enjeux de la transformation numérique ou digitale, eh bien ces entreprises ont connu une forte croissance et il faut bien acquérir de nouvelles compétences. Et comme on ne les a pas forcément sur le marché, ou le marché ne délivre pas suffisamment de compétences de futurs consultants, etc., sur tel ou tel sujet, eh bien, autant les former eux-mêmes. Donc, soit ils ont fait évoluer à un moment donné des développeurs vers le métier de consultant, des chefs de projet intégrateurs vers le métier de consultant. Voilà. Mais ils ont un objectif, c'est de former plus de 2000 personnes. Si je prends Dassault, c'est du logiciel, hein. On connaît Dassault Aviation, mais la partie système logiciel, mais je l'évoquerai plutôt tout à l'heure sur l'exemple régional. Et Cégide d'Académie, il y a plusieurs points qui étaient à l'origine un peu de la création de cette académie. Premièrement, c'était de former ses collaborateurs aux nouveaux enjeux. Et un des principaux enjeux, c'est l'IA. On le voit bien sur les très gros éditeurs. Aujourd'hui, si on n'apporte pas une couche IA dans l'éditeur, ben, on fait preuve, on montre que déjà, on est un éditeur voilà, qui a su intégrer les technologies récentes, qui pense à faciliter la vie de ses utilisateurs. Donc, c'était un peu ça. Donc, avant d'intégrer tout ça au sein de l'entreprise, bah, Cégide a mis en place un parcours de formation pour les différentes strates de population. Euh, voilà. Sur la partie Occitanie, qu'est-ce que je vous ai mis en hors numérique? Bon, Airbus, je pense que non, tout le monde connaît Airbus, bien sûr, mais je ne sais pas si vous aviez connaissance de la Leadership University mis en place par Airbus. C'est vraiment dédié aux managers et au potentiel de l'entreprise avec un prisme majoritairement sur la partie soft skills, décisionnelle, etc. Et puis, ils sont en train de travailler sur d'autres sujets, mais plutôt liés aux compétences techniques cette fois-ci. Et donc, c'était pour faire aussi évoluer le leadership, le management des employés. Voilà, c'est une grande entreprise. Comme souvent on peut dire, c'est comme les entreprises comme celle-ci, parfois ça peut être un mammouth. Donc, si on trouve aussi de nouvelles manières de manager, on peut aller plus vite, hein. Pourquoi les grands groupes souvent acquièrent des startups, etc. Parce que ça amène aussi une certaine agilité à côté. Et donc, ils ont mis en place cette académie du leadership et puis ils développeront d'autres sujets. L'exemple de Pierre Fabre. Pierre Fabre, bien sûr, c'était pour former aux spécificités des métiers pharmaceutiques et dérivés. Alors, je ne fais pas attention, je vois que de temps en temps, il y a un petit message qui apparaît sur la partie de chat. Je vais le mettre de côté comme ça, je le verrai bien également. Alors, je reviendrai sur des questions parce que je n'ai pas fait attention aux commentaires qui avaient été faits.
Euh, donc, si je reprends Pierre Fabre, c'était vraiment la spécificité de leur contexte pharma et cosmétique. Donc voilà, parce que ça, on ne le retrouve pas forcément sur le métier. La culture d'entreprise, voilà. Ça, vraiment, il y a le fait qu'une telle entreprise a une envergure internationale développée depuis Castres, ça montre quand même qu'il y a cet ADN régional et des valeurs fortes et qu'ils essayent de décliner maintenant à l'échelle internationale. Et puis, ils n'ont jamais bougé leur siège, hein, ils ne sont jamais venus à Toulouse ou ils ne sont jamais montés à Paris. C'est Castres et ça, et en fait, finalement, ça fait partie de leur ADN aussi d'entreprise. Et puis la Dépêche, ça c'était une découverte. Je ne savais pas qu'il y avait une académie à la Dépêche, mais en faisant une petite recherche, je l'ai découvert. Ben, bien sûr, le métier de journaliste évolue. Donc pareil, hein, comment je fais face aux évolutions numériques, comment je repense un peu mon métier au quotidien. Et donc ça faisait partie des éléments qui ont généré cette idée de création d'académie. Ça permet aussi d'avoir aujourd'hui un contenu éditorial parce que on travaille un peu différemment, on n'est plus. Donc voilà, ça a permis de faire évoluer le métier de journaliste et d'avoir toujours les mêmes journalistes, voire de nouveaux, de nouvelles générations qui ont intégré notamment toute la partie multimédia de la Dépêche. Voilà, pour moi, c'était une découverte. Je ne savais pas qu'il y avait ça sur Toulouse notamment. Et puis pour la partie ESN, bon, Sopra Steria Academy, Capgemini, je crois qu'il y a quelques temps, on avait fait un atelier où il y avait Cap, je crois que c'était nucléaire, où vous avez créé une académie dédiée uniquement au métier du nucléaire, voilà, qui est intervenue au sein de Digital 113. Donc ça, c'était aussi un exemple. Euh, Tous les acteurs, les ESN qui sont présents sur Toulouse, à un moment donné, il y a une dépendance vis-à-vis de l'aéronautique. Et l'aéronautique, c'est un peu cyclique, hein. Dès lors qu'il n'y a plus d'innovation, bah après, à un moment donné, la maintenance, ça descend aussi. Qu'est-ce que je fais de mes consultants et comment je les fais passer de l'aéronautique à d'autres sujets. Et les autres sujets, c'est notamment le numérique. Et donc sur ça, bah, dans une phase de transition, l'académie est utile pour faire migrer des compétences. Finalement, le socle technique ou certains soft skills sont là, mais je les ai formés peut-être à l'agilité, je les ai formés à telle ou telle chose pour les migrer et qui est une fidélisation des collaborateurs et deux, que ça réponde aux attentes du marché, sachant que, par exemple, Airbus baisse et ça me permet de positionner mes consultants chez d'autres acteurs. Voilà pour un peu pour les exemples régionaux. Est-ce que vous en avez des exemples à partager au niveau de la région? Oui, non. Vous les connaissiez tous un peu, ces exemples, notamment régionaux, ou pas du tout? Ça marche. Après, vous pouvez prendre la parole, hein. Vous pouvez écrire dans le chat, mais vous pouvez prendre la parole. Il y a aucun souci. S'il y a des choses que je dis où je suis à côté de la plaque, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager vos retours à ce niveau-là. Donc là, dans un premier temps, je souhaitais partager la partie un peu objective, des exemples régionaux. Deuxième point, ça va être plutôt la structure et l'organisation. Finalement, pour moi, ça passe en plusieurs points. Le premier, c'est une réflexion autour de l'offre de formation. Mon offre de formation, bah, c'est comment je me positionne. Déjà, tout à l'heure, on évoquait interne versus externe. Ça peut être, entre guillemets, deux catalogues de formation. Et dans ces catalogues, est-ce que je vais plutôt travailler bah, la partie soft, la partie technique, la partie managériale et autres. Donc, je réfléchis à l'offre thématique. Quel format je souhaite mettre en place, uniquement présentiel? Est-ce que je viens mettre une petite couche de e-learning? Est-ce que je fais du blended, donc un peu de l'hybride? Est-ce que je mets en place ponctuellement des ateliers pratiques? Est-ce que je suis dans
l'échange entre pairs, c'est-à-dire que j'ai des collaborateurs qui deviennent ponctuellement formateurs en partageant des règles, qui est aussi un format pédagogique qui peut être utilisé. Je peux aller vers du mentorat, du coaching. Voilà, il y a plusieurs manières de décliner d'un point de vue pédagogique son offre de formation. Donc ça va aussi orienter le reste de la partie académique. Pareil, est-ce que je vais sur du parcours standard ou du parcours à la carte, personnalisé, ou hybride, entre guillemets, j'ai un socle commun versus une personnalisation peut-être a posteriori sur la finalisation d'un parcours. Et puis d'un point de vue offre de formation, comment je vais outiller tout ça? Donc, est-ce que j'ai besoin d'une plateforme pour gérer mon offre de formation, pour gérer mon organisme de formation? Est-ce que j'ai besoin d'outils communautaires? Donc, quand on parle d'outils communautaires, on va parler de est-ce que je mets un Slack en place ou une sorte d'alumni? Comment je m'appuie éventuellement sur l'intranet, hein. Tout ça, ça dépend aussi de la taille de votre société ou de celle de vos clients. Donc, est-ce qu'il y a déjà sur quels outils je peux m'appuyer en interne? Pareil, c'est est-ce que j'ai des formateurs internes ou externes? Voilà. Tout ça, ça permet d'affiner l'offre et comment on va pouvoir la fonder, la présenter en interne et ou en externe par la suite. Donc, il y a un vrai travail sur l'offre. Un des éléments qu'on verra après en lien avec l'offre, c'est aussi comment je la finance. On évoquait toujours le sujet du financement, mais finalement, si vous faites une offre qui n'est pas finançable, vis-à-vis notamment de l'extérieur, ça n'a pas toujours un intérêt, quoi, et notamment en fonction des cibles que vous avez. En deuxième point sur la partie organisationnelle, c'est les compétences. Quelles sont aujourd'hui au sein de ma structure les compétences clés? Alors, peut-être que s'il n'y a pas encore d'académie, la compétence clé, initialement, elle est dans la direction des ressources humaines et l'équipe formation. Mais aujourd'hui, l'équipe formation, est-ce qu'elle est elle a le niveau, parce qu'aujourd'hui, peut-être que son périmètre était majoritairement centré sur le recueil des besoins, la gestion d'un plan et un peu le suivi de formation. Mais est-ce que les personnes auront la compétence pour aller vers de la pédagogie, de la création de contenu, de l'ingénierie pédagogique? Est-ce que certaines personnes auront la capacité à finalement gérer un centre de profit, peut-être à part entière? Ça aussi, c'est une décision à prendre. Est-ce que mon académie, entre guillemets, ça reste un département ou un sous-département au service d'une direction des ressources humaines, ou est-ce que c'est une entité à part? Et donc finalement, je fais un peu un état des lieux interne et je vois si j'ai besoin de recruter ou pas, en fonction des choix que je vais faire. Et une fois que ça, entre guillemets, ces choix sont faits, je vais pouvoir aller vers finalement quels sont les rôles et les responsabilités de chacun. Et donc, quand on regarde un peu la partie académie, je l'évoquais précédemment, est-ce que c'est une académie qui est autonome, indépendante? Et donc, moi, parmi nos clients, on a quelques académies, plutôt jeunes, certaines, qui ont essayé d'être totalement autonomes. Bah oui, là, c'est la fin de la première année. On n'est pas forcément rentable, parce qu'il n'y a pas forcément eu le chiffre d'affaires interne ou externe qui était à la hauteur des attentes. Mais voilà, j'affirme, je suis une BU à part entière. Et donc, sur ça, il faut bien un directeur d'académie. Et donc, ce directeur, est-ce que c'est le directeur du service formation ou est-ce que c'est le directeur de la formation ou est-ce que c'est le directeur qui, lui, sera uniquement directeur de l'académie parce que isolé et indépendant. Pareil pour la partie conception pédagogique. Voilà, je mets en place une équipe pédagogique avec un responsable, un concepteur. Souvent, on peut retrouver aussi un animateur, entre guillemets. L'animateur, c'est plutôt la personne qui va recruter, former un réseau de formateurs internes ou externes. Ça, c'est vraiment une cheville ouvrière pour faciliter voilà, la disponibilité, les compétences des intervenants.
Vous, de votre côté, aujourd'hui, vous êtes plutôt sur, en fonction de ce que vous connaissez, en général, académie interne, selon vous, on est plutôt sur des formateurs internes ou externes, ou les deux? Moi, uniquement interne. Ok. L'intérêt de... alors moi, je vais plutôt aller partir vers le parcours hybride. Un réseau hybride de formateurs, internes et externes. Interne, pourquoi? Ben, bien sûr, il y a un savoir-faire, il y a des particularités de l'entreprise qui sont parfaitement maîtrisées. Donc, c'est vrai qu'on va plutôt vers des seniors, des gens qui sont plutôt dans le dernier tiers de leur carrière éventuellement. Et puis, souvent, la formation, c'est aussi, ça peut être considéré comme une bulle d'air entre deux projets, un jour par semaine, je me consacre et je trouve du sens aussi en devenant aussi formateur interne, peut-être en plus, c'est peut-être pas forcément un rôle à plein temps, hein, c'est un rôle à mi-temps, mais je trouve du sens et donc je vais voilà, une journée par semaine transmettre en interne des bonnes pratiques sur mes sujets, les sujets qui me seront affectés. Le pourquoi je suis un peu partisan de l'hybride, c'est qu'à un moment donné, on ne maîtrise pas tous les sujets. Et donc, finalement, d'avoir un bon réseau de partenaires d'OF externes peut être intéressant parce que parfois, si je prends l'exemple d'une ESN, je préfère avoir un consultant chez le client que de l'avoir en formation chez moi. Et je vais dégager plus de valeur à côté. Et puis, les expertises, ben voilà, parfois, il y a des OF qui arrivent avec des expertises pointues sur tel ou tel sujet. Et bien souvent, c'est de la co-construction. Donc, souvent, l'OF qui vient, il ne vient pas en mode catalogue, je dépose mon catalogue et venez vous servir. Souvent, il y a quand même une démarche de co-construction avec les OF partenaires. Voilà, donc ça, c'est sur le rôle, les responsabilités associées. Et puis, pour terminer, avoir une bonne réflexion sur la partie pilotage et gouvernance. Comment je mets en place une instance de gouvernance entre le directeur des ressources humaines, le directeur de la formation, si c'est un service qui reste toujours attaché à la RH, et à côté, j'ai ma BU académie, et comment tous ensemble, on pilote le développement de l'académie au service de l'entreprise. Voilà. Donc, il faut vraiment, et après, on se dit, bah, c'est quoi les indicateurs? C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on a l'impact sur l'entreprise et le business, sur finalement les compétences clés internalisées et pas externalisées, puisqu'on manque de compétences, par exemple. Voilà. Différents indicateurs qui fait qu'on arrive à piloter en dehors de la partie financière qui est importante pour lorsqu'on pilote une BU. Voilà, donc cette partie-là, pilotage et vision en termes de développement. Et puis si on est à l'échelle internationale, bah, ça peut être aussi ce comité de pilotage réunit les différents directeurs d'académie par pays. Et puis on se réunit, alors peut-être à fréquence moins régulière, mais une fois par trimestre, on met à jour le plan, on regarde où on en est, on actualise par rapport aux enjeux clés de l'entreprise dans les 3-6 mois prochains sur des compétences données, par exemple. Voilà. Donc, être aussi en mode pilotage et gouvernance. Voilà pour cette démarche un peu en 4 points vis-à-vis de l'organisation et de la structure. Si on regarde le dernier point, on va être sur les différentes étapes. La vision et les objectifs, on les a vus en introduction. La partie organisation et structure, on vient de l'avoir. La partie budget prévisionnel. Donc, sur la partie budget prévisionnel, ce qui est important de regarder, c'est tout ce qui est déjà le coût de la création. L'infrastructure, les logiciels, les salaires, des formateurs, des collaborateurs, voilà, cette dimension coût de création, combien ça coûte au départ. Ça, c'est important d'avoir bien ça en tête, surtout quand on est une BU à part entière. Les coûts de fonctionnement, mise à jour parce que souvent on n'y pense pas, hein. La mise à jour des contenus qui ont une durée de vie de plus en plus limitée. Heureusement que l'automatisation ou l'IA nous permet à un moment donné de rafraîchir régulièrement des contenus et de les mettre à jour au sein des académies. L'équipe de gestion administrative,
Voilà, tout à l'heure, moi, j'évoquais que l'on a 4 gestionnaires pour 10 000 stagiaires. Ça fait un ratio de 1500 à 2000 stagiaires par gestionnaire. Bon, c'est un taux qui est quand même assez élevé. Il y aura des différences entre je fais de la formation intra, de la formation inter, des parcours onboarding. On n'aura pas forcément les mêmes statistiques d'une académie à une autre, hein. Ensuite, comment j'estime les retours sur investissement d'un point de vue budget? Donc, réduction de coûts de recrutement, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On connaît le surcoût de l'embauche d'un commercial. Bah, pareil, si je passe par un cabinet de recrutement, ça a un coût. Et donc, pour contrebalancer ce budget prévisionnel, je vais avoir, bah, voilà, j'ai réduit mon budget de cabinet de recrutement de autant. La productivité au sein de mon entreprise, elle a augmenté. Je sais pas, j'ai formé mes collaborateurs développeurs à l'IA. Finalement, avant, un produit, on mettait 6 mois pour le sortir. Aujourd'hui, on va mettre 4 mois pour le sortir. Bah, ces 2 mois-là, c'est ce qui contrebalance dans l'actif du budget. Voilà, regardez ça. Et puis après, dans la partie actif, on va retrouver tout ce qui est subvention ou partenaire. Je vais peut-être pouvoir monter je sais pas, moi, je vais répondre à des appels à projets européens ou avoir des fonds européens. Je vais demander des fonds auprès de mes OPCO parce que je mets en place un CFA sur une filière à part entière. Il y a des dispositifs avec France Travail, un POI. Ou un POEC, par exemple. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on équilibre un peu la partie budgétaire entre les dépenses et les recettes pressenties, entre guillemets. Même si ça reste parfois virtuel, mais au moins, ça permet d'évaluer l'impact de la formation. Et souvent, quand je fais des formations pour des organismes de formation, on évoque souvent le sujet de l'offre et est-ce que vous avez regardé ou pas les dispositifs? Et c'est vrai qu'on regarde les dispositifs, et je prends le POI de France Travail, je crois que le coût a encore été modifié dernièrement, mais on était autour de 19-20 euros de l'heure. Est-ce que c'est rentable de former des collaborateurs en externe? Voilà, est-ce qu'on est vraiment on est en capacité d'aller chercher une volumétrie de stagiaires compte, pardon, compte tenu du faible taux de prise en charge par France Travail, par exemple. Voilà. Ça, c'est la réflexion que rarement on se pose quand on réfléchit à son offre et au budget. Le point suivant dans la partie étape, c'est la dimension juridique et réglementaire. Vous évoquiez tout à l'heure, vous étiez tous aux 3/4, vous étiez organisme de formation, donc vous disposiez d'un numéro de déclaration d'activité. Donc, quand on devient OF, le but est vraiment d'être une entité à part en termes d'académie et de former en interne avec des jeux de refacturation. C'est pour ça que je trouve ça même intéressant d'isoler juridiquement l'académie pour qu'il y ait des bons jeux de signature et pas que des refacturations ou des jeux de lignes budgétaires internes. Calliope, par là aussi. Calliope vous permettra aussi d'obtenir des financements publics, hein. Tous ceux qui étaient déclarés comme organismes de formation, est-ce que vous êtes tous Calliope? Ou exceptionnellement, certains ne seraient pas Calliope? Ok. Donc avec le petit signe de la tête, c'est bon, vous êtes tous Calliope, très bien. Et puis, ça permettra aussi, un exemple, une prise en charge partielle de certaines formations par vos collaborateurs via le CPF, pourquoi pas, si vous-même vous êtes certificateur ou partenaire de certificateur inscrit au répertoire spécifique. Donc, quand on est sur des enjeux métiers, je sais pas, je vais prendre l'IA, par exemple, qui est le gros sujet du moment. Ce qu'on voit énormément, c'est qu'une académie interne d'entreprise va se mettre en partenariat avec une école qui est sur le sujet. Et puis, du fait que cette école soit là, soit aussi également inscrite au répertoire spécifique, voire au RNCP, ça permet à vos collaborateurs, OK, ben, j'ai la chance d'être formé, mais le deal avec mon entreprise, c'est que ben, c'est 50-50. J'ai peut-être plus de formation que mes collègues. Par contre, j'ai accepté d'utiliser mon CPF. Voilà.
aussi dans le choix de la structure, d'être organisme de formation, éligible Calliope, voire partenaire ou même certificateur inscrit au RS ou au RNCP. Donc ça aussi, c'est des éléments importants à prendre en compte dans la conception du projet et son déploiement. Au niveau du déploiement, donc on a vu la partie conception des formations. Deuxième étape, on va être dans la communication interne. Donc c'est comment je communique en interne. Donc plusieurs possibilités. On peut retrouver un catalogue en ligne. Si on n'est que sur la formation des collaborateurs, sur mon intranet, j'ai mis en place un catalogue. Alors, souvent, il est associé au TMS, LMS, LCMS que vous avez acquis et vous l'avez mis à disposition de manière exclusive en interne et vos collaborateurs peuvent aller se positionner sur telle ou telle formation avec ou sans workflow de validation auprès du manager. Voilà, souvent, c'est des règles un peu de configuration. Mais ça, c'est une manière de communiquer en interne. La communication aussi, elle passe par tous les outils classiques de communication interne, la newsletter, l'intranet et autres pour expliquer le pourquoi de l'académie, comment on accède à ces contenus, voilà, un peu les règles du jeu. Et puis, à un moment donné, faut bien faire aussi un bon kick-off du projet parce qu'il faut le positionner comme un projet stratégique de l'entreprise. Donc, pour moi, le dirigeant et l'équipe dirigeante doivent faire un gros kick-off auprès de tous les collaborateurs pour expliquer le lancement de cette académie, le sens et les objectifs qu'on se donne. Et comme ça met bien en valeur l'académie. Euh, un travail à faire aussi, quand on parle de communication, c'est toute la partie engagement des collaborateurs. Donc là, je reviens un peu au type de contenu qu'on peut mettre en place. Il y a des académies où il y a une partie qui est le contenu est libre, au sens où chaque collaborateur, s'il le souhaite, peut créer des petites capsules en autonomie pour partager des bonnes pratiques. Ça vous permet d'augmenter l'engagement des collaborateurs vis-à-vis de l'académie, des parcours de formation proposés. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si certains vous l'avez déjà vécu chez vos clients ou dans votre entreprise. Voilà, ça permet d'engager l'apprenant et certainement le valoriser, surtout quand ces contenus sont plutôt appréciés par ses pairs et collègues. Il faut prendre à peu près après toutes vos questions, parce que c'est sur 2 écrans et je les reprendrai juste après. Et le dernier point, donc on a vu la partie plan, si ma souris veut bien, voilà. Hop. Et toute la partie stratégie de développement à long terme. Donc, on a fait un BP. Donc, quand on fait un business plan, on a une vision à 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans. Et donc, il faut anticiper la feuille de route, que ce soit d'un point de vue sur l'offre de formation, sur les moyens associés, d'être toujours en veille par rapport aux tendances. Alors, je prenais toujours l'exemple de l'IA, la VR, peut-être du matériel technique en fonction du type d'entreprise dans lequel on est, la veille réglementaire, quand on est dans la pharma, quand je prenais Fabre, il y a certainement là, beaucoup de veille réglementaire et technologique ou produit. Voilà. Et comment mon académie est toujours alignée avec les objectifs de l'entreprise et comment j'anticipe les besoins. Voilà, c'est vraiment, j'ai ma vision d'entreprise, elle évolue. Et ben moi, en tant qu'académie, je dois toujours avoir ce facteur d'anticipation. Donc, plus tôt j'analyse la stratégie, mieux je la décline dans mon académie et plus tôt elle est mise en œuvre à côté. Et normalement, je suis dans les clous au niveau du timing. Voilà pour cette partie un peu plan d'action. Donc, il y a une grosse partie dans la partie plan de déploiement ou stratégie, une partie marketing. Je n'ai pas abordé la partie comment je package mon offre. Voilà, cette partie marketing de l'offre, de la formation, qui
pourrait faire l'objet peut-être d'un pur atelier de la factory. Voilà. J'ai peut-être pas été exhaustif, c'était peut-être pas le but. J'ai pris un axe de présentation. Et ce que je vous propose, vu qu'il nous reste, je crois que le temps imparti est dépassé, je vais juste prendre quelques minutes pour répondre aux différentes questions qui ont été posées. Tac, tac, tac. Accompagnement client, hein, ça c'était, y a-t-il une taille minimum? Y a-t-il une taille minimum pour la pertinence de la création d'une académie pour une PME, par exemple? Non. Nous, on a des éditeurs, par exemple, je prends l'exemple des éditeurs comme clients. Ils sont une trentaine de collaborateurs. Et finalement, l'académie, elle a du sens parce qu'elle a peut-être une vocation interne, mais aussi une vocation externe. Et dans la vocation externe, souvent, par exemple, les éditeurs peuvent mettre en place un processus de certification de leurs utilisateurs. Alors, je vais prendre le très gros maintenant, Salesforce par exemple, qui me vient en tête. J'ai une certification administrateur, une certification utilisateur lambda. Voilà. Et finalement, même si l'entreprise, l'éditeur n'est pas très gros, c'est pas grave, elle a mis en place une démarche qui va former et fidéliser et valoriser par peut-être une certification, même si interne, elle n'est peut-être pas reconnue. Mais voilà, le rôle de la taille, c'est plutôt l'usage. Alors, si c'est de la formation interne, la taille, oui, ça a une importance que sinon ça reste, entre guillemets, ça devient juste un service formation. Mais si on est sur déjà une PME de 50, avec une grosse base client au plus, ben là, ça a du sens. Les principaux écueils à éviter, bon, je pense qu'on apprend en marchant, hein, donc même si je vous en lister, chaque contexte est particulier. Moi, je pense que le principal écueil, c'est plutôt la vision et le sens qu'on donne à la création de l'académie. Si dès le départ, on n'est pas sous, entre guillemets, le haut patronage de la direction et qu'il n'y a pas un alignement entre la vision et l'académie, bah ça, tout de suite, on va un peu droit dans le mur. Après, je pense que dans la mise en œuvre, on apprend en marchant. Donc là, il y aura certainement d'autres écueils. Mais si cette première strate-là n'est pas bien respectée, on pourrait en effet avoir quelques déceptions. Tac, 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 ça marche, j'ai répondu. Est-ce que le salaire d'un formateur interne peut être pris en charge officiellement par l'académie juridiquement? Ben, en fait, si vous avez une structure, une académie qui a une structure juridique à part entière, ben, en fait, le formateur salarié d'une autre structure va intervenir en tant que sous-traitant de l'académie et vous pourrez le rémunérer, vous pourrez rémunérer son employeur, etc. Donc, c'est vrai que dès lors qu'il y a deux structures juridiques, le jeu de facturation est plus simple. Après, c'est plutôt du contrôle de gestion si on est sur la même structure juridique. C'est comme on pourrait faire le parallèle avec les directions informatiques. Finalement, la direction informatique, souvent, elle peut avoir une posture de fournisseur interne. Bah, là, au niveau de l'académie, ça pourrait être la même chose. Voilà. Mais finalement, c'est que des jeux de refacturation. OK, mon responsable technique est intervenu sur tel projet chez toi, il a passé autant de temps. Entre guillemets, je te refacture sa prestation. Mais à la base, il faut bien que les coûts soient connus de part et d'autre. Et après, que d'un point de vue contrôle de gestion, compta, on soit bon pour qu'il y ait bien des jeux de lignes budgétaires. Voilà. Après, formateur interne, souvent, ça paye quand même bien moins qu'un formateur externe. Donc, c'est vrai que recruter aujourd'hui en tant que ESN ou éditeur de logiciels, vous, un adhérent de Digital 113, il faut trouver quand même quelques facteurs qui donnent envie en fait à devenir formateur interne parce que en général, ce que j'ai pu voir quand on regarde les offres d'annonces, les annonces d'emploi de formateurs internes, je trouve que c'est une fonction qui est sous-rémunérée. Voilà. Quand on regarde les gros éditeurs de ERP, etc., voilà, c'est pas des salaires mirobolants, hein. Alors que les personnes font parfois beaucoup de déplacements. Alors même si ça s'est réduit, hein, les gens ont pris l'habitude de se former à distance, mais
Voilà. Faut trouver une manière de le gratifier, en fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais on peut alterner entre une mission de consultant et une mission de formateur, bah, finalement, la valorisation, elle passe par bah, tiens, ça te fait une bulle d'air, tu coupes, tu transmets, ça a du sens. Et finalement, toi, tu gardes le même salaire, mais tu as trouvé du sens. Et toi, en tant qu'entreprise, bah, finalement, tu connais le taux journalier de coût de revient de ton collaborateur et tu peux le positionner oui ou non en interne ou en externe. Voilà, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions qui étaient passées. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'interactions, mais euh, voilà, j'ai essayé de partager un fil conducteur, des idées à travers cette présentation en une dizaine de slides, tout simplement. Pour ceux qui aimeraient découvrir un LMS avec la gestion administrative automatisée, ben, c'est ce qu'est Kero. Donc, on a des démos toutes les semaines. On peut prendre rendez-vous dans mon agenda. Et puis, côté event Livestorm, en fait, on a ce qu'on appelle les mercredis de la formation. Et donc, on va évoquer des sujets. Là, on avait évoqué l'automatisation et l'IA. On a évoqué la RGPD dans le domaine de la formation professionnelle. Et puis, dans quelques jours ou semaines, je ne sais plus, on va aborder le sujet des relais de croissance pour les organismes de formation en 2025. Voilà. Est-ce que vous avez apprécié ou pas? Et je vous laisse mettre un petit pouce ou élevé ou pas. Mais voilà, juste, est-ce que, voilà, j'aime bien le transmettre. Je ne sais pas si j'ai suffisamment été clair, j'ai suffisamment donné, mais le but, c'était pas parfaitement de parler de notre outil, c'était de partager d'une thématique qui était celle de la création d'une académie. Est-ce que vous êtes content d'avoir passé cette heure ensemble? Très content, très contente. Merci beaucoup, Ludovic. Très bien, bah merci. Voilà, au moins euh, tout n'était pas formalisé, beaucoup de choses étaient dites. Je pense que pour conclure, je vais te laisser la main, Angélique, et certainement peut-être qu'il y a un replay qui est disponible pour ceux qui étaient inscrits ou les futurs inscrits qui pourraient regarder en replay. Oui, parce que de toute façon, j'avais des personnes qui n'ont pas pu venir et qui souhaitent avoir le replay. De toute façon, l'événement a été enregistré et on aura un replay qui sera disponible en ligne d'ici quelques jours. Voilà, le temps de le monter. Donc, on le repartagera dans ce sens. Voilà. J'ai une Ouais. question, Ludovic. Est-ce que tu as une liste des... Parce que tu as donné une bonne carte de toutes les académies qui existaient un peu sur la Pas région. toutes, hein, j'ai juste pris Bah, quelques-unes. quelques-unes, ouais. Mais est-ce que tu as une liste un peu plus exhaustive avec leur site web, s'ils ont Bah, des trucs externes ou... il y a la liste exhaustive des organismes de formation. Ouais, oui, Donc ça, c'est une oui, liste c'est sûr. publique. C'est 130 000. Oui, oui. Oui, il y en a Après, 130 000, c'est ça. Donc c'est après, ça. Après, il faut filtrer. On peut filtrer par faut taille, filtrer. etc. Ou par Bah, le mot après, c'est académie. reprendre bah, Mm, très clairement cette liste-là. mm, Ça m'a pris 5 secondes pour la sortir. J'ai pris un mhm, bon vieux ChatGPT. Je lui ai demandé de me sortir la liste mhm, des campus, des académies, etc., des entreprises du CAC 40. Je n'ai pas tout pris, hein, j'en ai pris quelques-unes où je connaissais un peu le contexte. mhm, Voilà, si vous voulez travailler un peu comme ça. Sur la partie Occitanie, on a isolé quelques-uns. Je ne vous ai pas tout mhm, montré. Mais après, sur l'Occitanie, c'est assez simple parce que si on prend entre guillemets, hein, les sociétés même s'il n'y a pas forcément de taille, hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais les entreprises de plus de 200 mhm, salariés, il n'y en a pas non plus des centaines et des centaines. Donc, mhm. amusez-vous à matcher un fichier avec ChatGPT et il va vous dire si il a des infos sur leurs académies ou pas, par exemple. Ouais, oui. C'est aussi la solution. Oui, mais en ayant la liste des entreprises, lui, il va fouiller à votre place. Et Oui, c'est oui, bien sûr. du temps gagné. Voilà, Tout je à pense fait. qu'on est tous en train d'essayer parcimonie comment je peux gagner du temps avec ChatGPT ou d'autres outils à côté. Et voilà, Mhm. on l'a utilisé pour la préparation de ce webinaire, quoi. Ok, Sur ben, la merci. liste des CFA, OFA. Voilà. Et après, il y a pas mal d'événements, acteurs de la compétence, les fédérations.
Si vous visez un secteur, les fédérations, souvent, dans leur contenu, évoquent les CFA qui ont été créés. Je sais pas, vous êtes je reprends l'hôtellerie-restauration, mais ou la grande distribution. Il y a le magazine LSA ou autre qui souvent aborde le sujet de la formation. Si vous avez un vertical, regardez sur ce magazine-là. Ça m'étonnerait qu'un campus de grands groupes de la grande distribution ou la distribution n'ait pas communiqué dessus. Ok. Ben, merci. Bon, il faut falloir que j'y aille, mais c'était très intéressant. Peut-être on se verra au Digital Apéro jeudi. Je sais Je pas. serai à Toulouse jeudi au Digital Ok, Apéro. très bien. Bon, ben, merci beaucoup. Moi, je vous quitte. À bientôt. À bientôt. Mm. Je te Merci. laisse le mot de fin, Angélique. Oui, bah écoute, merci, merci à toi pour ce webinaire et merci à tous pour votre participation et puis à très bientôt sur un prochain événement Digital 113.